Vous êtes également professeur à l'université et directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure. Vous avez signé environ une quinzaine d'ouvrages qui sont traduits dans le monde entier. Mais pour autant, c'est un livre a priori, mais seulement a priori éloigné de vos sujets de recherche dont nous allons parler. Ce livre, c'est Enfants de Bohème, publié dans la prestigieuse collection blanche des éditions Gallimard. A priori, car il y a bien une continuité entre ce livre et vos travaux, et plus particulièrement à deux de vos ouvrages qui contenaient des notes assez personnelles, une approche assez personnelle, je pense à Passion arabe et Passion française, publiées respectivement en 2013 et 2014. Mais Enfants de Bohème, c'est un texte littéraire au souffle romanesque, un texte au service de l'histoire. Une histoire personnelle, familiale, intime, mais aussi une épopée. Une épopée qui a aussi une résonance universelle, car au-delà de l'égo-histoire, ce récit à la deuxième personne du singulier, qui s'adresse à votre père aujourd'hui disparu, votre père Milan, ce récit narre une histoire également universelle, je l'ai dit, fruit de 10 années de recherche et de maturation. On plonge dans 150 ans d'histoire, vécue à travers une Europe folle, et je cite cette phrase que vous adressez à votre père, une Europe folle qui te ballotterait partout dans le ressac de ses haines et de ses passions, entre la Bohème des étangs et l'Angleterre des lacs, en passant par Genève et Paris, les villégiatures azuréennes et le blitz londonien, à travers le nazisme et le communisme. Donc, Enfants de Bohème s'adresse à votre père, et il retrace donc vos origines familiales, et conte une histoire dont la mémoire s'efface sur tous les plans, au propre comme au figuré. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce livre? Comment est-ce que l'envie irrépressible d'exhumer ce passé et d'y plonger, de le comprendre, vous est venue? Merci beaucoup de votre introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors ça peut sembler étonnant dans une ville comme Menton que quelqu'un dont la mère est née à Menton et qui est lui-même originaire de Gorbio vienne parler de ses origines tchèques. Mais mon père était effectivement était tchèque et avait rencontré ma mère au début des années 50 dans les Pyrénées. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis intéressé à tout ça, c'est deux choses. D'une part, mon père, pendant les 10 dernières années de sa vie, il est décédé en 2019, contracté la maladie d'Alzheimer, qui est une malédiction moderne que beaucoup d'entre nous connaissent, j'espère ne vont pas connaître pour nous, la plupart d'entre nous aussi, et dont nous sommes entourés. Et comme vous le savez, dans cette maladie, il y a un moment où on oublie la mémoire récente et on se souvient uniquement avec beaucoup d'acuité de ce qui s'est passé il y a très très longtemps, de façon fragmentaire. Et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé avec lui. Il me racontait des choses sur son père. De plus en plus, il me parlait tchèque, langue que je ne comprends pas. Il avait perdu le sens de la réalité. Et donc, j'ai été désireux de revenir sur son histoire, de comprendre pourquoi nous étions venus en France, qu'est-ce qui s'était passé. Mon grand-père est arrivé à Paris en 1908 pour traduire en tchèque Guillaume Apollinaire. Puis il avait ensuite décidé de rester ici, bien qu'ayant été l'un des fondateurs de la Tchécoslovaquie moderne, mais chassé par les vicissitudes politiques. Après, avait vécu à Genève, où il était le responsable du bureau tchécoslovaque à la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres. Après, il avait fui à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, puis est revenu en France parce que le rideau de fer communiste était abattu sur la Tchécoslovaquie, il ne pouvait plus y retourner. Et donc, toute cette histoire qui se combinait avec la maladie de mon père, le fait qu'il allait mourir, s'est produite à un moment où moi-même j'ai été condamné à mort pour mes écrits précédents que vous avez évoqués sur le monde arabe, par un des tueurs de Daesh qui avait égorgé le policier Jean-Baptiste Salvin et ça. J'espère que c'est pas moi qui sonne. Ça vient plutôt de là-bas. Et son épouse à Magnanville, vous vous en souvenez peut-être, en juin 2016. Et pendant qu'il était encerclé par la police, il avait fait sur Facebook Live, donc sur une application de son téléphone, une déclaration disant à ses frères, entre guillemets, oui, moi je vais mourir en martyr, mais je vous appelle à
à tuer tous les infidèles et tous les journalistes. Et en particulier, le premier, c'est Gilles Kepel, qui n'est pas journaliste, mais bon, c'est comme ça qu'il me voyait. Et donc, bon, je me suis demandé, mais il y a d'autres aussi, qu'est-ce qui faisait que ce n'était pas juste un autodafé de mes livres qu'il voulait faire, c'était un assassinat en chair et en os, d'une certaine façon. Et donc tout ça, j'ai essayé de réfléchir, enfin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui avait fait que quelqu'un pouvait être condamné à mort pour ce qu'il avait écrit. Et donc ça m'a amené à remettre en route, si vous voulez, tout le fil qui avait abouti à ce que j'étais devenu. Vous voyez, et c'est la conjonction de ça qui a fait ce livre, qui finalement, c'était pas du tout prévu, se produit à un moment où justement l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, que nous avions oublié, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a tout à fait oublié que Prague et Paris, pendant les années 1920, étaient deux villes jumelles, où se passaient énormément d'échanges, etc. Il y a eu le rideau de fer, il y a eu les accords de Munich, d'abord, qui ont abandonné la Tchécoslovaquie au nazisme par la lâcheté française et britannique. Et puis après, il y a eu le communisme qui a aussi coupé tout ça. Tout ça, on s'en est désintéressé. Et puis finalement, aujourd'hui, on est repris avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les risques de guerre nucléaire, le retour de l'immigration. Là, il y a eu le sommet européen à Prague cette semaine. On est repris par ce sentiment qu'il y a de nouveau une présence de cette Europe orientale parmi nous, si vous voulez. Oui. Et je crois que c'est, d'une certaine manière, l'histoire, sa façon, m'a rattrapé. Alors cette histoire commence en 1876. Alors, vous faites aussi des voyages dans le temps qui nous ramènent bien en amont, mais votre histoire familiale, vous la faites débuter pour des raisons pratiques, sans doute d'ordre archivistique, en 1876 avec votre arrière-grand-père Joseph, qui était capitaine des chasses du domaine comtal de Nadeshkov, dans le sud de la Bohême. Et il était au service de la comtesse Caroline. Et là, vous esquissez le portrait d'une femme que vous qualifiez de nymphomane, à juste titre, manifestement, qui était la marraine de la sœur aînée de Rodolphe, votre grand-père, ou Rudolf Keppel, et peut-être sa mère. Oui, on ne le sait pas. Et ça, si vous voulez, c'est la différence entre une histoire archivistique. Bon, j'ai eu à ma disposition énormément de documents en tchèque, langue que je ne connais pas, mais que j'ai fait traduire. C'est pour ça que ça m'a pris une dizaine d'années. Moi, j'ai appris l'arabe, donc j'ai plus l'âge, je suis trop vieux maintenant pour apprendre le tchèque. Et donc, on a eu énormément de documents, mais qui sont des documents fragmentaires. Et à partir du moment où vous essayez de reconstruire votre histoire, au fond, c'est une histoire épique aussi. Ce n'est pas nécessairement l'histoire concrète. C'est aussi la façon dont vous fantasmez votre réalité, votre passé. Et effectivement, de tout ce qu'on sait des rapports de la comtesse et de son personnel, des gens qui étaient autour d'elle, ça faisait un peu comme ce fameux roman de l'écrivain anglais D.H. Lawrence, L'amant de Lady Chatterley, si vous voulez savoir cet aspect-là. Alors, Rodolphe grandit dans le hameau de Calisté. Corrigez-moi sur la prononciation si nécessaire. Oui, je ne suis pas très tchéco, c'est souvent Calisté, mais c'est pas grave. Calisté, donc. Et très jeune, il se passionne pour la France et le français. Et vous recherchez les causes de ce tropisme francophile. Alors, vous interrogez plusieurs pistes qui sont, là encore, très intrigantes et très stimulantes. Par exemple, le seigneur de Nadeshkov au XVIIe siècle, ou peut-être, plus directement, cette comtesse Caroline, qui était une francophile patentée. Oui, alors on ne sait pas très bien, parce qu'effectivement, l'un des seigneurs Nadeshkov qui était féru d'escrime, était allé relever un défi en France qu'il avait remporté. Donc est-ce que dans ce village, il fallait finalement, pour prouver sa gloire, sa virilité, aller en France se battre sur le pré? Ou bien est-ce que c'est parce que, comme c'était le cas au début du siècle, qu'on a bien oublié aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus qu'anglais partout, mais le français était la langue universelle. Et la littérature française, les romans, même les romans de gare français, tout le monde les lisait.
Et si la comtesse avait cette vision du monde, c'est aussi parce qu'elle avait lu Les Liaisons dangereuses, probablement, dans le texte. Et donc, voilà, j'imagine que quand son père demande à la comtesse de l'argent pour qu'il puisse aller au lycée, elle dit une phrase en français. Et quand elle lui demande « Mais pourquoi veux-tu aller ?» il dit « Pour apprendre le français que vous parlez si bien. » Mais bon, au lycée, on n'apprenait pas le français. Il se trouve, je suis retourné dans le lycée où il avait étudié. L'Empire austro-hongrois était très bien administré, toujours. Il y avait encore ses notes au baccalauréat, les sujets qu'il avait en latin. Il a vu l'ode numéro 9 du livre 3 d'Horace à traduire. C'est extraordinaire. Vous allez dans cet endroit inconnu 150 ans plus tard et vous redécouvrez le sujet que votre grand-père a traité au baccalauréat en latin. Oui. Et donc voilà, tout ça s'est construit autour de ce genre d'aller chercher les puzzles, les morceaux d'un puzzle, les pièces d'un puzzle qui vont reconstruire de l'histoire contemporaine et des choses dont je n'avais absolument aucune idée. Mon père non plus d'ailleurs, parce qu'il avait occulté tout ça. Et puis, il faut bien voir que par-delà la disparition de cette langue, en tout cas pour moi, je ne la connais pas, il y a eu aussi justement cette longue période de glaciation communiste qui a coupé. Il y avait le rideau de fer, on ne pouvait pas passer ou très peu. Et on n'y retournait qu'après, parce que mon grand-père, quand il était venu en France en 1908, est venu pour traduire Apollinaire. Il était le premier traducteur d'Apollinaire en tchèque. Et mon père, lui, qui parlait mieux français que tchèque, faisait dans l'autre sens, a été le premier traducteur de Václav Havel, l'ancien président tchèque, en français. Oui, on va y venir. Alors, avant cela, votre grand-père devient bachelier, il fait la fierté de son père qui le destine au droit. Mais lui a d'autres ambitions, sans doute parce qu'il a au fond de lui cette passion pour la France et le français, qui le conduira à Paris, tout en s'affirmant comme un militant de la cause tchécoslovaque, là aussi une cause qu'il va porter à Paris. Il y a cette dualité-là, francophile, passionné par la France, mais aussi passionné par son pays. Nationaliste, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui se crée. Alors, parce qu'il était austro-hongrois jusqu'à 1918. Donc, la Bohème et la Slovaquie font partie, la Hongrie, de l'Empire austro-hongrois. Et la francophilie, c'était aussi une occasion pour les nationalistes tchèques de se laisser emporter par le grand vent qui soufflait de Paris pour balayer Vienne d'Autriche. Et quand il vient à Paris, justement, il y a à la fois ça, il y a la poésie, il se perçoit comme un homme de lettres. Il a été professeur de français, d'allemand et de tchèque, plusieurs matières, et puis finalement ça n'intéressait plus, corriger des copies, c'est tout à fait la période où je suis maintenant, j'en ai marre d'enseigner, de toute façon je vais passer à la retraite, donc ça me va très bien. Et il avait envie d'écrire, il avait envie de faire toutes sortes de choses. Donc il arrive à Paris pour vivre pleinement. Il va tenir la rubrique sur Montparnasse dans la presse tchèque, donc sur la Bohème avec un accent grave, dans la Bohème avec un accent circonflexe. Et en même temps, donc il fait passer des tableaux. Si vous allez à Prague, il y a toute une galerie de peintres français dont il a été l'introducteur, ou qu'il a même apporté parfois, lors d'expositions qu'il a organisées. Mais quand la guerre de 14 se déclenche, il crée la première revue indépendantiste tchèque qui s'appelle La Nation tchèque, chez lui, à Montparnasse, et avec le futur président de ce qui sera la Tchécoslovaquie, Masaryk. Mais comme il est plutôt nationaliste de droite, il se fâche avec le social-démocrate qui sera le deuxième président, Beneš, lequel l'expulse de la rédaction en lui mettant une histoire de femme sur le dos. Donc c'était déjà MeToo bien avant l'heure, si j'ose dire. Et donc finalement, après la guerre, il reste en France. Il arbitre pour la Bohème avec un accent grave, c'est-à-dire Montparnasse, Paris, les années folles, plutôt que de rentrer dans le pays qu'il a œuvré pour bâtir. Alors, comme l'indique le titre de votre livre, Enfants de Bohème, vous vous interrogez aussi sur les ferments de vos engagements, de vos choix de recherche, et puis aussi de moments clés dans votre existence où vous avez fait un grand saut. Et votre père, mais aussi votre grand-père, a fait ce grand saut-là
également en décidant de partir à Paris en 1908. Oui, c'est ça. En fait, c'est quelque chose aussi qui concerne des destins de manière plus générale. C'est-à-dire, comment est-ce que pour construire son existence, finalement, il faut exercer un certain nombre de ruptures, même si on revient. Si vous voulez, moi, par ma partie, je n'ai jamais connu vraiment la bohème. Pour moi, c'est une reconstruction intellectuelle, sensible, etc. Mais j'y suis allé très peu. J'y suis allé, en fait, quelques années avant la chute du mur de Berlin, parce que mon père traduisait des auteurs tchèques en français et gardait leurs droits d'auteur et pas les donner à l'agence communiste. Et ce qui fait que pendant les vacances, on les leur amenait en billets et en liquide en Tchécoslovaquie communiste pour qu'ils puissent, avec ces devises, acheter des choses dans les magasins pour étrangers. C'est ainsi que Havel, par exemple, pouvait s'acheter des chaussures de bonne qualité, du saucisson où il n'y avait pas que du gras, etc., dans les magasins pour étrangers. Et moi, mon rôle, c'était de dissimuler ça dans mes vêtements parce qu'on ne fouillait pas les enfants. Donc Havel l'ignorait, mais dans mes chaussettes et ailleurs, il y avait des billets de 100 francs suisses, 50 francs belges ou 100 francs français qui lui permettaient ça. Et donc ça, ce type de choses, de déplacement, de rupture, c'est important, je crois, y compris quand on revient ici. Maintenant, je me suis réinstallé à Menton dans la dernière partie de mon existence, mais ça a d'autant plus de force, de poids, etc., qu'on a parcouru le monde et qu'on revient. Je crois que la circularité de la vie est quelque chose qui lui donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de matière. Vous voyez ? Vous reconstituez aussi la relation tumultueuse qu'a entretenue votre grand-père Rodolphe avec Milada, qui était de 30 ans sa cadette. Et là, vous vous êtes appuyé sur des documents d'archives, des documents familiaux, leur correspondance. C'est particulier aussi pour un chercheur de plonger dans ce type de documents très intimes et d'essayer d'en comprendre, d'en tirer des leçons ou des éléments de compréhension sur son propre parcours. Oui, bien sûr, parce que je ne l'ai jamais connue. Elle est décédée en 1937 et 30, oui, c'est ça. Le 3 janvier 1937. Voilà. Exactement. Vous en savez plus que moi. Et évidemment, je ne l'ai jamais vue. J'ai trouvé il y a des photos. Elle avait beaucoup été peinte par des peintres français des années 1900, la fin des années 20. Oui. J'ai plusieurs portraits tchèques, des portraits tchèques de Paris ou de Montparnasse. Et donc, ça m'a beaucoup interrogé, y compris sur la façon dont moi-même je réagissais à un certain nombre de situations ou autres. Cette relation curieuse entre ce séducteur âgé qui était mon grand-père, qui allait chercher les jeunes filles de la bonne société à la gare et qui s'occupait d'elle éventuellement, et elle, une jeune femme très, très libre, très ambitieuse, dans ce Paris des années folles où finalement tout était possible, qui était une période après la Première Guerre mondiale qui avait été un tel massacre des millions de morts, une Europe qui ne s'en est jamais relevée en termes démographiques du reste, et donc qui a vu là l'occasion de brûler ses vaisseaux et qui s'est trouvée contrainte d'improviser sa défense d'une certaine façon face à un homme plus âgé, habitué aux roueries de la séduction, et qui a réussi à gérer son mariage jusqu'à un certain point, parce qu'après ils sont partis à Genève, à la Société des Nations, où là, pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre exactement, elle a sombré dans la folie et elle est morte je n'ai pas réussi à retrouver dans les archives suisses la cause de sa mort. Elle est morte folle de démence. Et peu après survient l'affaire des Sudètes, un moment sans doute clé aussi dans l'histoire de l'Europe, mais aussi de votre grand-père qui, rappelons-le, s'était engagé dans l'armée française en 1918 à l'âge de 42 ans. Et il y a cet abandon... 32, pardon. Il y a cet abandon par la France de ce pays
avec lesquels la France était très liée. Comment est-ce que votre grand-père a ressenti ça? Et peut-être aussi votre père lui-même, puisqu'il y a cette anecdote qu'il raconte au lycée exactement, qui en dit long. Oui, c'était pour lui, comme pour tous les Tchèques ou Tchécoslovaques, comme on disait à l'époque, une catastrophe absolue. Parce que pour eux, la France, c'était la grande sœur. C'était le modèle, c'était ce qu'on voulait imiter. Il y avait une circulation permanente de peintres, d'écrivains entre Paris et Prague, même les surréalistes, Philippe Soupeau, André Breton étaient tout le temps à Prague. Enfin, il y avait une espèce de relation de sororité d'une certaine manière. Et tout d'un coup, les accords de Munich, l'abandon de la Tchécoslovaquie à Hitler, s'est perçu comme un drame d'autant plus épouvantable, comme c'est pour tous les Tchèques, si leur pays n'existe plus, ça va devenir le protectorat, va être découpé en deux, le protectorat de Bohême-Moravie nazi et puis le régime clérico-fasciste de Slovaquie. Non seulement c'est ça, mais la France est considérée comme, par sa lâcheté, l'une des raisons de l'abandon, si vous voulez. Et pour eux, c'est absolument atroce, parce que pour mon grand-père, la France qui avait été son idéal, hein, depuis que mon père était tout petit, et même quand il ne savait pas lire, il a bombardé de cartes postales de la France. Il est même venu à Menton d'ailleurs, avec au dos, en tchèque, toutes sortes de formules pour l'exalter, pour lui exprimer comme la France était, comme il disait, le cœur et la conscience du monde, etc. C'est l'éducation dans une idée de la France totalement idéalisée. Et tout d'un coup, il y a cette espèce de rupture totale, l'effondrement de toutes ces illusions. À ce moment-là, justement, ils sont rentrés, ils ont quitté la Société des Nations à Genève, il était mis à la retraite, il va à Paris, et il n'imagine pas que ça va durer très peu de temps, puis il est obligé, pendant la drôle de guerre, qu'il va être obligé de fuir à Londres. Et donc mon père, qui a 10 ans, en 1938, entre au lycée Montaigne, à Paris, à côté du Luxembourg, où je serai moi-même et mon fils cadet élève aussi. Et il entre en ce qui est aujourd'hui la 6e, et le prof leur donne des mots à faire des phrases avec des mots un peu compliqués. Et l'un de ces mots est inévitable. Bon, il a fait ses études en français à Genève, mais bon, il a fait autre chose aussi, il en a un peu marre, il ne sait plus très bien, et il demande à son père. Et son père lui dit, tiens, voilà une phrase que tu pourrais faire, on dit que la guerre est inévitable. Alors le lendemain, tout fier, il lève le doigt en classe, et il dit, on dit que la guerre est inévitable. Et les autres gosses français lui sautent dessus, espèce de sale tchèque, c'est à cause de toi qu'on va avoir la guerre, salaud. Et à la récré, ils viennent lui casser la figure. Mais comme il a passé quelques mois en Bohême à abattre des arbres et qu'il s'est fait des biceps de bûcheron, comme il me racontait l'histoire, donc il les met au tapis, il est collé, son père est convoqué au bureau des surveillants, mais il a sauvé l'honneur contre les franchouillards capitulards, si j'ose dire. Et donc ça crée une relation très complexe avec la France. Un pays énormément admiré, mon père aussi était un francophile passionné, mais il s'est toujours méfié des élites politiques prêtes à la trahison. Vous voyez. Et ensuite, donc, ils sont obligés de fuir à Londres. Mon grand-père était dans la contractuel à l'ambassade de Tchécoslovaquie, et l'ambassadeur, qui était slovaque d'ailleurs, monsieur Osuski, Stéphane Osuski, les emmène à Bordeaux, et ils s'embarquent sur des rafiaux le 19 juin 1940 pour l'Angleterre, celui où mon père et sa sœur et son père ont pris place, est dirigé par un capitaine pétainiste qui refuse d'aller à Londres et qui va au Maroc. Et de là, ils vont rejoindre Gibraltar et monter sur un croiseur britannique qui revient des Indes, et ils vont passer donc toute la guerre à Londres. Et mon père délocalisé dans un lycée dans le nord de l'Angleterre. Le lycée des Français libres, des enfants de Français libres. Voilà, c'est ça. Et qui était le lycée français de Londres, qui est aujourd'hui le lycée Charles de Gaulle, mais à cause des bombardements, on l'avait envoyé dans le nord de l'Angleterre. Alors votre père, dans l'immédiate après-guerre, va prendre le contre-pied du sien, non pas en termes de francophilie, mais par son choix de carrière, puisqu'il annonce à son père que lui, ce qui l'intéresse, c'est
le métier de comédien, d'acteur et le théâtre. Et là, ça va devenir un enfant de bohème, mais accent grave. Oui, en fait, mon grand-père habitait à Montparnasse déjà, hein, donc il était au cœur des années folles, etc. Mais alors, mon grand-père, il est un peu surpris. En même temps, c'est un homme qui a dédié sa vie à l'art, aux lettres, donc il est très heureux que son fils veuille être artiste, parce que lui n'a jamais osé sauter le pas. Il a été toujours plus ou moins fonctionnaire et autres. Mais il est très inquiet, comme tous les parents à qui leurs enfants disent qu'ils veulent être artistes, parce que il y a beaucoup de réprouvés et très peu d'élus parmi les artistes. Pour un qui est milliardaire, il y en a des milliers qui crèvent la faim. Donc ça l'inquiète beaucoup. Mais bon, mon père persiste, il mangera beaucoup de vaches enragées, il aura beaucoup de mal à vivre tout ça. Et surtout, ce qui est encore pire, c'est que mon grand-père est très anticommuniste. Il reste en France parce qu'il déteste le régime communiste, etc. Et mon père, probablement pour le faire enrager, lui devient militant communiste fanatique. Et donc, ce qui est paradoxal, puisque son pays d'origine, il ne peut plus y aller parce qu'il est doté du rideau de fer, et ça durera à peu près jusqu'à l'invasion soviétique de Budapest en 1956, où là, il va basculer à son tour dans un anticommuniste encore plus virulent que l'était son père. Alors, Enfant de Bohème est aussi écrit dans un style précieux. Une sorte d'hommage à cette langue française que chérissaient votre grand-père et votre père. On y trouve un certain nombre de mots qui interpellent. Il m'a fallu parfois plonger dans le dictionnaire, mais je ne l'ai pas regretté. Alors, je donne des exemples, hein, méliflu, ityphalique, arrêt. Alors, parturition, c'est peut-être plus connu, mais quand même. Il y a énormément, donc, surtout de littérature dans ce livre, le souffle romanesque du récit, et beaucoup peut-être de clins d'œil. Dites-moi si c'est volontaire, mais quand vous parlez de Monsieur Joseph K, on a l'impression qu'on est renvoyé au procès de Kafka, et comme ça on a beaucoup de petites allusions. C'était forcément voulu. Oui, alors c'est un livre qui est basé essentiellement sur des coïncidences. La vie n'est faite que de rencontres et de coïncidences. Et au fond, ça n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire qui se fait par des juxtapositions de phénomènes qui se produisent apparemment par hasard, mais ce hasard fait sens, si vous voulez. Alors pour revenir sur les mots, effectivement, j'ai voulu d'une certaine manière reconstituer ce qu'était la vision du monde de mon grand-père. Je ne dispose que d'une seule lettre en français de lui, tout le reste est en tchèque, il écrivait très bien. C'est une lettre qu'il a écrite à Guillaume Apollinaire quand celui-ci a été mis en prison en 1911. Apollinaire, qui avait vécu, comme vous le savez, à Monaco, hein, puisque sa mère était une courtisane qui travaillait avec les clients du casino, et Apollinaire a d'ailleurs écrit dans son poème central, Zone, il raconte qu'il va à la pêche, nous sommes dans une barque, il y a un turbiasque, un monégasque et un mentonasque. Et juste après, il dit, tu es dans une auberge aux environs de Prague. Donc là, voilà une autre coïncidence. C'est-à-dire, il parle de Menton et de Prague à 2 vers de distance. Donc je n'ai pu qu'y voir un signe du destin, évidemment. Et tout ça est quelque chose qui fabrique un système de coïncidence, me semble-t-il. Et pour ce qui est justement d'Apollinaire, je crois que pour moi c'est très important parce que j'ai inscrit au début du livre en exergue 3 vers de Zone justement, et tu retournes aussi dans ta vie lentement en montant au Hradčin, qui est le château de Prague, et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons tchèques. Et finalement le livre c'est comme si c'était ma feuille de route, ces 3 vers de Zone si vous voulez. Alors, sur le vocabulaire, donc la raison pour laquelle... Et certains de ces mots, si vous me demandez ce que ça veut dire, j'ai oublié. Moi-même, je les cherché dans le dictionnaire. Mais à partir du moment où il y a tout un truc sur les sangliers et le champignon, c'est très important. Et au fond, j'ai trouvé une coïncidence entre le village tchèque de Nadiejkov et celui de Gorbio, ici, d'où je suis originaire par ma mère, puisque ce sont 2 villages de chasseurs de sangliers.
et de mangeurs de champignons. Et la raison peut-être pour laquelle je suis un peu cinglé, c'est que ça fait des siècles que dans les deux villages, mes ancêtres mangent du sanglier et des champignons. Ce qui fait que ça a dû nous passer quelque part dans le sang et aussi pour ce qui est de Joseph K. Alors effectivement, mon bisaïeul, dont je ne sais absolument rien, j'ai trouvé quelques photos effectivement avec l'uniforme. Alors je l'ai appelé capitaine des chasses. Il était effectivement en charge des chasses, mais capitaine des chasses, c'est le titre de La Fontaine. La Fontaine était capitaine des chasses du duché de Château-Thierry. Donc j'en ai fait aussi un capitaine des chasses du comté de Nadiekov. C'était la comtesse d'Infoman. Et il m'a semblé que c'était... bon, il s'appelle Joseph K, effectivement, parce qu'en fait, vous m'avez tiré sur la version réaliste du livre, mais en fait, les personnages, ce sont des personnages de l'épopée épique. Ce sont, je ne sais pas si c'est vraiment mon grand-père ou si c'est vraiment mon père. Ça leur ressemble, mais c'est la façon dont je les reconstruis. S'ils revenaient ici dans cette salle, ils pourraient légitimement dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Mais ça n'a aucune importance. C'est la façon dont je les reconstruis, si vous voulez. Et donc, effectivement, Joseph K., ça fait penser au procès de Kafka. Et Kafka est aussi connu pour un texte assez terrible qui est la lettre au père. Donc c'est une lettre qu'il écrit à son père, qui est une lettre très, très acrimonieuse, parce que ses parents l'ont sorti de sa chambre et l'ont obligé à passer la nuit sur le balcon glacial, parce qu'il est entré dans la chambre de ses parents et il les a vus en train d'observer ce qu'on appelle en psychanalyse la scène primitive. Donc le père furieux l'a sorti, il l'a mis sur le balcon. Donc moi, j'estime qu'il n'y a pas eu du tout ça dans ma famille, que la scène primitive, mon grand-père l'a vue dans la forêt, en observant le verra et la lait. Donc comme ça, on est tranquille. Mais Joseph K., en même temps, vous voyez, je m'interroge sur les coïncidences. La première photo que je trouve de mon grand-père, il a 19 ans, il vient d'avoir son bac, il monte à Prague de son bled, et comme on dit, monter à Paris quand on est à Menton ou à Gorbio, plus encore, et même si Gorbio est un peu plus en hauteur. Et donc, il se fait tirer le portrait, un peu comme on faisait avec les photographes du village, avec un halo, enfin des photos magnifiques, dans une petite bourgade, pas très loin enfin plus grand que son village, qui s'appelle Písek, P-I-S-E-K, en Bohême. Et il se trouve que le père de Kafka, Hermann Kafka, qui avait le magasin au Chouka se dit Kafka en tchèque, c'était un magasin au centre de Prague, a commencé sa vie comme un brocanteur juif de la ville de Písek, si vous voulez. Donc, voilà la coïncidence que je trouve. Par ailleurs, la lettre au père, il lui dit « tu », et ce livre est un livre que j'adresse à mon père. C'est un livre à la deuxième personne. Livre à la deuxième personne, il y en a eu très peu au XXe siècle, il y en a eu une vingtaine en français. L'un de ceux qui a écrit un livre à la deuxième personne, c'est un romancier qui venait aussi de l'Est de l'Europe, qui s'appelait Georges Perec, et qui est mort au même endroit que mon père, dans l'hospice des incurables, comme on disait autrefois, l'hôpital de soins palliatifs d'Ivry-sur-Seine, le même jour que mon père, mais à 40 ans de distance, un 3 mars. Et donc tout ça, ce sont des choses qui, si vous voulez, construisent, je pense, le matériau de la fiction et de la littérature. C'est d'arriver à être sensible à ce type de correspondance qui vous permettent de reconstruire votre existence, qui, quand vous êtes soudainement condamné à mort, vous classez les matériaux d'une autre manière que quand vous écrivez des livres universitaires. Oui, le livre fourmille de ces coïncidences, de ces drôles de hasards, de cette ironie de l'histoire. Alors il y a aussi ce café près de Sciences Po où vous aviez vos habitudes quand vous étudiez, qui se situe précisément juste en dessous de l'appartement où est mort Apollinaire, que votre grand-père avait traduit en tchèque. Et toutes ces anecdotes, tous ces faits donnent un certain vertige. Alors c'est un livre aussi qui a un certain humour. Un humour plus ou moins pince sans rire. Alors, je pense par exemple à, vous évoquiez le sanglier.
sanglier qui est un peu une sorte de fil Fil rouge, conducteur. un leitmotiv. Oui, Ouais, exactement. Il y a ce face-à-face avec un sanglier que vous racontez en août 2015, l'anecdote des sangliers qui prennent d'assaut un élevage de truies. Il y a toutes ces, encore une fois, ces coïncidences. Il y a, il y avait cette volonté pour vous de provoquer un peu, d'instiller un peu de l'humour dans une histoire dramatique, ou c'est venu le plus naturellement du monde? C'est aussi la manière dont j'ai tenu le coup, je crois, en ayant passé 40 ans de ma vie à être spécialiste du monde arabe, de l'islamisme, du djihadisme, etc. Si on voulait tenir le coup à peu près, en finissant condamné à mort par Daesh et vivant pendant 2 ans sous protection policière dans des voitures de police brinque-ballantes, avec la perspective que même si les policiers que je respectais énormément, parce que j'étais payé pas grand-chose pour se faire tuer à ma place ou avec moi, avaient une arme face à un djihadiste armé d'une mitraillette, on n'aurait pas fait long feu. Hein. C'est pour ça que nous bénéficions d'un peu de protection aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre courage d'être là. Quand on sait que Salman Rushdie c'est fait pour le frisson, hein, monsieur le maire, vous allez m'interdire de séjour à Menton, donc c'est trop tard, je suis électeur, je suis inscrit sur les listes électorales. Mais 33 ans après la fatwa, il a été poignardé par un type qui est monté sur la scène. Et ce qui est quand même quelque chose qui fait que c'est quand même assez stressant, si vous voulez, le nombre de menaces, d'insultes, etc., que j'ai reçues dans ma carrière est tel que, au fond, prendre un peu de distance par rapport à ça, mettre toute cette histoire en perspective, c'est quand même quelque chose qui me semble assez important pour tenir le coup. Puis je ne dis pas que c'est une leçon de vie, j'ai assez enseigné pendant 40 ans pour ne pas avoir du tout encore envie d'enseigner et d'ennuyer les gens avec ça, mais je crois que c'est aussi une manière de résister à l'adversité et aux épreuves. Il y a notamment cette phrase qui fait la liaison, le lien entre vos sujets de recherche et puis l'histoire que vous racontez. Rodolphe rêvait de la closerie des Lilas, tel un pieux musulman de la pierre noire de la Mecque. Oui, c'est vrai. Quand il arrive à Paris, pour lui, la closerie des Lilas, j'habite juste à côté, toujours. Je n'ai pas réussi à m'en dégager. Hein. J'aurais pu habiter je ne sais où, mais j'ai grandi dans l'appartement où il habitait à Montparnasse. Et j'ai effectivement... D'ailleurs, mardi prochain, on va faire une petite scène. Il y a une scène qui se passe à la closerie qu'on va jouer avec des jeunes gens pour rejouer la scène où il est là. Effectivement, c'était pour lui, pour ce Tchèque qui voyait dans Paris, d'une certaine manière, la rédemption de sa nation placée sous la botte austro-hongroise. C'était la Mecque, c'était le lieu de la délivrance. Il y retrouve Apollinaire, il y retrouve tous les gens qu'il traduit et dont il parle. Mais le lien est multiple. Par exemple, mon père est donc naturalisé français en 1954, après avoir rencontré ma mère mentonaise au grand scandale de la famille locale, évidemment, dans un voyage organisé. Et qu'est-ce qu'on fait, les jeunes étrangers, dès qu'ils sont la guerre d'Algérie commence, c'est eux qu'on les envoie tout de suite sur le front, en première ligne, puisque ils n'ont pas de famille, ils ne votent pas, ou ils sont... Et la seule manière pour mon père de ne pas être envoyé à la guerre pour se faire tuer par des Arabes ou pour tuer des Arabes, c'est d'être soutien de famille. Donc c'est pour ça que je suis fabriqué à toute allure, pour qu'il n'aille pas à la guerre d'Algérie. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pour ça peut-être que je suis devenu arabisant d'une certaine manière, pour rendre compte ou rendre des comptes de cette affaire. Alors, Rodolphe et Milan ont tous deux été des passeurs entre Prague et Paris, entre Paris et Prague, tant de l'identité tchèque que de la culture française, de l'aura de la France. Est-ce que vous pensez que vous êtes, vous, à votre tour, un autre passeur, un passeur entre d'autres cultures, d'autres connaissances? Probablement, oui. C'est à ça que je me suis consacré, en tout cas ce que j'ai essayé de faire.
Ça fait 40 ans que j'ai créé le campus de Sciences Po à Menton en 2005, comme vous le savez peut-être. J'ai fait toutes sortes de choses de ce genre-là. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir réussi, hein, puisque quand on voit la situation actuelle, c'est plutôt l'image de prêcher dans le désert qui me viendrait à l'esprit. Mais bon, j'ai essayé, j'ai consacré ma vie en grande partie à ça, essayer de regarder les choses avec le plus de lucidité possible, ce qui aboutit à des condamnations à mort et autres. Mais oui, probablement, parce que j'ai essayé de m'inscrire à ma manière dans leur lignée. Oui, c'est flagrant dans la mesure où il y a cette opposition en 1938 aux accords de Munich, ce refus de l'aveuglement et de la capitulation qu'on retrouve dans vos travaux sur l'islamisme, sur le terrorisme islamiste. Vous le concevez de la même façon finalement ? Oui, enfin, il ne faut pas pousser la comparaison à une égalité absolue, mais en effet, j'ai écouté une partie du débat tout à l'heure, et même si je n'étais pas d'accord avec pour tout ce qui a été dit, néanmoins, moi je suis très attentif au fait qu'il est important, à partir du moment où on a des valeurs, de ne pas s'asseoir dessus pour gagner quelque chose à partir d'un compromis dont on n'est pas sûr de connaître le résultat. Et en particulier, pour ce qui est de la façon dont on a géré les défis de l'islamisme contemporain, je ne suis pas sûr que nos autorités politiques aient toujours été très au-dessus de feu Édouard Daladier à Munich. Merci Gilles Kepel. Merci à vous. Je ne saurais que vous conseiller de plonger dans Enfants de Bohème, un livre qu'on peut lire exactement comme un roman. Hein. On peut se demander si c'est un roman familial, une épopée, un essai égo-historique. J'ai décidé de dire épopée, voilà, ouais. Comme ça on est tranquille. Et vous pourrez également retrouver à l'entrée de la salle Le Prophète et la pandémie, qui rejoint un petit peu la conclusion que vous venez d'énoncer, du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère. Avant d'enchaîner sur des questions que vous pourriez poser à Gilles Kepel, bien, je vous remercie. Merci Gilles, à vous pour cet entretien. Merci. Alors le micro peut circuler. Est-ce que vous avez des questions pour le professeur Kepel ? Il n'est plus professeur en cette qualité, hein. Ça, c'est l'ex. Enfin, je suis toujours professeur, mais ce n'est pas un livre de professeur. Non. Je vous en prie. Peut-être qu'il y a un micro. Micro arrive, micro. Ouais. Oui, bonjour. Alors moi j'ignore tout de tout. Je suis métis, hein, voilà, je suis métis marocain, français. Alors, mon nom complet, je vais le dire quand même, ça peut donner des informations. Jean-Claude Waïd Spack Kamel Desquevilliers de Lusignan, de Montjustin et d'autres lieux. Ça fait beaucoup, c'est ça donne impressionnant. Quelques informations métis, donc voilà. Et c'est une question franche et directe. Donc j'ignore tout de tout, mais je vais vous poser une question, puisque vous avez étudié le sujet. Ce sont les meilleures questions. J'espère. Dans mon esprit, le djihadisme que l'on voit, fulgurant et tout ça, est dirigé, c'est-à-dire que la plupart ont fait des formations à la CIA, comme M. Ben Laden, et d'autres sont dirigés par un esprit non pas musulman, mais par un esprit capitalistique. C'est-à-dire que c'est l'Occident qui forme ça. Alors ça, c'est une théorie qu'on appelle un peu la théorie complotiste, c'est-à-dire que vous estimez que Ben Laden n'a pas pu avoir tout seul l'idée de ce qu'il faisait. Non, bien sûr, Ben Laden a travaillé quand il était en Afghanistan avec l'appui de la CIA, parce que ce qui se faisait en Afghanistan, c'était pour faire tomber l'Union soviétique et l'armée rouge. C'était aussi pour permettre aux Saoudiens de reprendre le dessus face à la concurrence iranienne, qui était à l'époque qui avait pris
l'hégémonie sur l'islam politique après la révolution iranienne, mais ensuite il s'est retourné contre ceux qu'il avait, il a mordu la main qu'il avait nourrie, si vous voulez. Et c'est difficile de croire que c'est la CIA qui a armé Ben Laden pour qu'il fasse sauter les tours jumelles, sauf à être parti dans le complotisme le plus total. Mais ça, c'est des questions qui concernent ma vie passée, donc si ça vous ennuie pas, je préférais qu'on parle du dernier livre. Oui, car il y a beaucoup à dire sur cet enfant de Bohême. Oui, merci pour votre présentation. Moi, je me disais, quand on a la chance d'avoir une famille comme la vôtre, où il y a une saga familiale et où on peut essayer d'aller l'exhumer, mais moi, je suis dans la situation de, vous savez, le titre de ce film, La vie des autres, c'est-à-dire que dans une famille toute simple, de banlieue, où le grand-père est cheminot, le père est cheminot, mange dans la cuisine, donc on n'a pas cette filiation avec la liaison de la vie de la famille avec l'histoire, c'est-à-dire la relation entre les deux. Alors elle y est peut-être, mais il faut aller la chercher, il faut aller la chercher finement. Chez Annie Arnaud, qui vient d'avoir comment dire, oui, prix Nobel. Le prix Nobel, commence par parler très finement de sa famille en Normandie, etc. Alors moi, je sais qu'à titre purement personnel, j'ai commencé à me passionner quand j'ai découvert la famille de mon épouse, qui correspond parfaitement à un moment de l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que le beau-père est parti, il avait, je ne sais pas moi, peut-être 17-18 ans, en Indochine, dans une société française, puis il apprend le chinois, puis il devient président de la chambre de commerce d'Hanoï, puis les Japonais arrivent, puis les Japonais le foutent en camp de concentration, qui n'est pas mieux que les camps de concentration des Allemands, puis il revient, puis pour lui c'est fini, il a tourné la page, puis il se met à s'intéresser à la physique quantique, etc. etc. C'est-à-dire une vie qui est par elle-même une saga, hein, comme ce que vous venez de raconter. Donc ça c'est formidable, alors on a envie d'écrire ça. On n'a pas toujours, comme vous, je dirais la capacité de le faire, mais l'envie on l'a quand on est confronté à ça. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de familles où à un moment donné, il y a dans la salle, là, je sais, quelqu'un qui a raconté son enfance en Autriche, puis tout ce qui lui est arrivé dans la vie. Ce monsieur, moi j'ai lu son livre, c'est fantastique, quand la vie individuelle vient recouper comme ça l'histoire. Et vous savez, monsieur, vous pouvez la construire, parce que moi je n'en savais rien. Cette histoire, je n'en ai eu connaissance, et je n'ai ressenti la nécessité de l'écrire qu'à partir du moment où mon père est tombé malade. Au fond, je ne m'y intéressais pas tellement. Et pour vous dire la vérité, je n'avais pas envie d'en savoir grand-chose. Comme tous les jeunes gens, je n'ai pas des relations très simples avec mon père. Qu'on soit père ou qu'on soit fils, chacun dans la salle, je pense, parmi les messieurs, les jeunes gens, pour les femmes, je ne sais pas, l'aura vécu. Et j'avais plutôt envie de me construire moi-même que de m'encombrer du passé. D'accord ? Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai eu le sentiment que j'allais perdre mon père, parce que je l'ai vu, enfin, il était en train de, sa mémoire s'effondrait, que j'ai voulu restituer sa mémoire. Et en lui restituant sa mémoire, tout d'un coup s'est ouvert cette espèce d'univers extraordinaire. Bon, mais si je l'avais écrit en historien d'une façon beaucoup plus plate, disons, où, là, après tout, il n'y aurait certainement pas eu cette épopée. Vous voyez, on aurait pu... Là. Vous avez parlé d'Annie Ernaux. Alors, c'est un très bon exemple, d'autant plus qu'elle a eu le prix Nobel. Donc, je ne peux qu'essayer de me situer, sinon, dans son sillage, du moins, dans son inspiration. Cette vie qu'on peut dire si plate, c'est elle qui l'a, dans son geste romanesque, fictionnel, qui l'a restitué, qui l'a mise en scène, vous voyez. Et ce que je fais, moi, c'est une mise en scène. Peut-être parce que je suis le fils d'un acteur et d'un metteur en scène, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de vie, je ne pense pas qu'il y ait de vie ou d'ascendance à zéro. Quand vous dites cheminot, fils de cheminot, ça peut donner la bête humaine de Zola, vous voyez. Et si Dieu me prête vie, et enfin je ne suis pas croyant, mais bon c'est la formule, mais si j'y arrive, ça m'a mis 10 ans, donc j'aurai 77 ans,
Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la famille maternelle. C'est en fait la vérité pour laquelle je suis ici, pour entrer dans le profond du Montonnet et de Gorbio, si vous voulez. Alors, on peut penser que c'est sans histoire. Là, il n'y a pas eu, personne n'est allé à la Société des Nations, n'a traversé le monde. Ça, il y a peu d'archives écrites. Mais en même temps, oui, on entre ici et il y a toute une histoire à exhumer. Nous sommes dans une région frontalière. Ici, on était en Ligurie. À 2 kilomètres, on est dans le Piémont Sardaigne. Il y a encore les bornes frontières à la Serre de la Madone. On est dans un monde très compliqué. On est à côté des grottes préhistoriques de Balzirossi. Des migrants traversent la frontière tous les jours. Il y en a d'autres qui venaient justement après il y a un Tchécoslovaque qui est trouvé mort au pas de la mort, c'est ça, entre Vintimille et Menton en 1938. J'ai lu le livre sur Menton dans la tourmente au moment qui raconte l'annexion mussolinienne, et il fait une liste des gars qui fuient, des juifs qui fuient les pays occupés par Hitler, et de ceux qui, il y a des gens qui meurent, comme aujourd'hui, en passant par... et justement, il y a un Tchèque, il y a un Tchécoslovaque, on ne sait pas qui c'est, enfin, dans les archives. Et donc, on peut à partir de je pense, tout matériau, à partir du moment où vous avez la capacité, ou le désir, vous en ressentez la nécessité finalement, de le mettre en scène, d'en faire une histoire, d'en construire une épopée, il peut s'y prêter. Alors Annie Ernaux est un très bon exemple, parce qu'apparemment c'est complètement plat. Sa vie est sans... Mais en réalité... dans cette vie, petit commerçant, père qui ont un café épicerie d'ouvriers dans le Nord, elle passe l'agrégation de lettres, etc. Tout ça finalement va créer un imaginaire qui aboutira à la consécration par le prix Nobel. Donc vous voyez, il n'y a pas de raison. Annie Ernaux est un des bouts de notre spectre littéraire contemporain. L'autre bout, c'est Houellebecq. L'une est pour Mélenchon, l'autre est plutôt regardée par la droite de l'électorat. Donc vous voyez, finalement, il y a de la place pour tout le monde. Monsieur le maire a une question, je crois. Ah, pardon, j'avais cru comprendre. C'est pas une question, c'était pour dire mon amitié et féliciter Gilles Kepel de nous avoir surtout permis de rentrer par la grande porte sentimentale dans son livre avant qu'on puisse le lire, mais je voulais le remercier. Puis je voulais également dire que je suis très fier d'avoir à mes côtés l'ambassadeur de France à l'UNESCO du Qatar, qui a fait Sciences Po Méditerranée, ce qui prouve que, mon cher Gilles, toutes les grandes élites, et surtout celles des pays que tu as enseignés, sont passés par Sciences Po Menton. Et ça n'est pas fini, on va continuer. Maintenant que je suis là, il faut bien que je fasse quelque chose. Avec grand plaisir, mais je voulais vraiment remercier Monsieur l'ambassadeur d'être présent à tes côtés aujourd'hui, et c'est un grand honneur pour moi. Et pour nous tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je veux remercier bien sûr mon professeur Gilles Kepel, où j'avais pris des cours très très intéressants de comprendre les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient. Et c'est un grand honneur d'être aujourd'hui avec vous après avoir des mois ici à Sciences Po Menton. Comme on dit chez nous, les Arabes, je suis le fils de cette ville. Ibn al-Balad. Ibn al-Balad. Ibn al-Balad, très bien. Et merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le maire. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Eh bien, il y a une jeune femme là qui une dernière question. Enfant de Bohème, je ne peux m'empêcher d'entendre un double sens. Certes, la Bohème fait référence à la Tchécoslovaquie. Vous l'avez démontré, expliqué.
pourtant j'entends un double sens, comme personne qui est sans règle. Je me demandais... Mais alors, si vous ça- devez même le chanter. Alors, certainement pas ici, mais... Oh, oui, oui, c'est pas grave, on n'est pas à l'opéra, c'est un théâtre. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. C'est délibéré. Et cet enfant de bohème, le mien, est écrit avec un accent circonflexe. Enfant de bohème, en français, je pense 99,6% des Français l'ignorent, y compris moi, avant d'écrire ce livre. Il faut vous mettre très à l'aise. Bohème, celle d'où vient mon père, c'est-à-dire le bohème tchèque, s'écrit avec un accent circonflexe. La bohème de Puccini, de Mérimée, de Carmen et des autres, l'enfant de bohème, l'amour, c'est avec un accent grave. Et donc, moi, j'ai écrit enfant de bohème parce que c'est l'enfant du pays de Bohème, mais comme M. Rabineau nous l'a expliqué à l'instant, c'est quelque chose qui, à travers le livre, montre au fond comment cette situation assez complexe a abouti à une forme de dérèglement des esprits et des comportements que vous avez abordés avec délicatesse, de manière à ce que vous voyez ce qu'il y a dans le livre véritablement, parce qu'on en a dévoilé qu'un petit morceau qui permettait à ce cénacle de rester sous l'autorité du premier magistrat de la ville dans les règles de la plus grande décence. Mais par ailleurs, allez-y, mais en fait, si vous voulez, j'ai découvert en écrivant le livre que, encore une histoire de coïncidence, il y avait dans la même collection, blanche chez Gallimard, dans les années 60, a été publié un autre livre qui s'appelait L'enfant de Bohème, avec un accent grave, et l'article en plus, par un auteur qu'aujourd'hui on a beaucoup oublié, mais que les plus âgés parmi nous se rappellent peut-être, qui s'appelait Daniel Boulanger, qui était un scénariste, un grand écrivain, qui a été membre du jury Goncourt. Le livre a eu beaucoup de succès. Il a eu le prix Livre Inter, des auditeurs de France Inter à l'époque. Et c'est une collection de nouvelles, justement, sur l'irrépressible pouvoir d'Eros et sa capacité à perturber tout, comme vous le disiez. Et ce qui est très amusant, c'est que le fils de Daniel Boulanger, qui s'appelait Charles, mais je viens de découvrir très récemment son prénom, était en classe avec moi au lycée en 5e. Et que nous rentrions ensemble du lycée Montaigne à Montparnasse, et qu'on se quittait devant un endroit qui est aujourd'hui le restaurant Le Duc, qui était le café Les Vigourelles, le café préféré d'Apollinaire, et où se termine le film d'un très grand cinéaste qui vient de décéder, Jean-Luc Godard, À bout de souffle, qui est au bout de la rue Campagne Première, devant ce café, et les cinéphiles parmi vous se souviennent de la scène finale, c'est Jean-Paul Belmondo, qui vient également de décéder, avec sa tête très sensuelle sur le pavé qui est en train de mourir. Et donc Jean Seberg, qui est sa petite amie qui l'a trahi, vient de dire c'est dégueulasse. Et elle dit qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse? Et celui qui lui répond, c'est le policier qui a tué Jean-Paul Belmondo, et celui qui joue le rôle du policier, c'est Daniel Boulanger. Donc tout ça se passe au même endroit et au même moment, si vous voulez. Donc ce livre est bâti sur ces circularités permanentes. Et moi qui suis un providentialiste athée, si vous voulez, j'y vois ma foi comme telle confortée. Merci Gilles Kepel. Merci. Vous pourrez retrouver Gilles Kepel juste à l'entrée de la salle. Il se fera un plaisir de prolonger l'échange et puis de signer son ouvrage, lapsus un peu révélateur, roman, son épopée, ainsi que Le Prophète et la pandémie. Encore merci pour votre écoute.